J'aimerais avec toi ma brune m'en aller flâner sur les quais, voir les grands paquebots qui fument, les trésors qu'ils ont débarqués, balader au bras de ma reine, dans les vieux quartiers circuler, apprendre les chansons lointaines, des marins et des exilés, et que le diable m'emporte, voir si ma voix n'est pas morte. J'aimerais pousser les portes du boui-boui de la retorte. Cette histoire, je pourrais vous la raconter en quelques mots. De ces mots qui donnent le sourire aux enfants. Des mots inconnus ou désignant des terres lointaines et inconnues. Afrique, tropique, équateur, Madagascar, goélette, boutre, marin. Ce seraient les mots d'un roman, ou plutôt ceux d'un carnet de bord. Le carnet de bord d'un vieux marin. De cet homme, Louis. De ce vieillard, rigolard, qui marche d'un pas fatigué devant notre caméra. Je l'avais rencontré ici même, à Analalave, dans le nord-ouest du pays, il y a quelques années. Je m'appelle Louis Bateau et je suis marin, m'avait-il dit. Marin depuis 1946. Incroyable ou presque. Dans ce pays où l'espérance de vie des hommes ne dépasse pas 55 ans, lui en a 78 et il est marin depuis toujours, ici, à Analalave. Un jour, m'avait-il dit, je te raconterai ma vie et je ferai ma dernière traversée en goélette. Et ce jour-là, tu viendras avec ta caméra et tu me filmeras. Promesse tenue. Le 12 octobre 2007, nous sommes de retour à Analalave. Dans la baie, la goélette Ilang-Ilang s'apprête à larguer les amarres. À son bord, Louis, en partance pour son dernier voyage. En janvier 2004, le cyclone Gafilo, l'un des plus terribles de ces 50 dernières années, a dévasté tout le nord-ouest de Madagascar. Et Louis a alors perdu son bateau, Balthazar, un boutre arabe de 30 mètres de long. Pour cette ultime traversée, il embarque donc sur le navire d'un autre. Ilang-Ilang appartient à un commerçant indien, et 2 des fils de Louis travaillent à son bord. Les enfants connaissent, vous voyez là, ils grimpent sur le mât. Même le cyclone ici, par exemple, il y a quelque chose qui cloche en haut, ils s'y grimpent. Toi, tu faisais ça aussi? Oui. Moi, je monte maintenant comme que je suis déjà vieux et les enfants sont tous courageux. Je reste en bas. Je reste sur le pont. Hélas, vous arrivez un peu tard pour me filmer. Je suis un vieux marin et aujourd'hui, je me sens malade et fatigué. Mes genoux et mes pieds me font souffrir. Vous avez vu, lorsque je marche, je ressemble à un dindon. J'aimerais pouvoir toujours travailler en mer, mais les forces me manquent maintenant. Vous savez, j'ai déjà 77 ans. Avec Louis et son équipage, nous sommes tout d'abord remontés vers le nord. Destination, la plage de Maruvato. Ilang-Ilang doit y faire un premier chargement. En malgache, Maruvato, cela veut dire beaucoup de cailloux. Maru, beaucoup, Vato, cailloux.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette plage porte bien son nom. Elle est jonchée de pierres étranges, aux couleurs incroyables. Ces blocs sont acheminés ici par les paysans des environs pour le compte d'une société minière de Majunga. Cette fois-ci, la goélette est venue pour un chargement de 12 tonnes. Cette pierre, nous dit Louis, n'a été découverte qu'en l'an 2000. On l'appelle le jaspe orbiculaire. Et l'air de rien, elle est unique au monde. Les blocs de jaspe orbiculaire sont éparpillés sur à peine quelques kilomètres de plage, au milieu des autres rochers. Une fois par mois, il suffit donc de les rassembler à l'arrivée du boutre. Pour ces hommes et ces femmes, c'est un job en apparence bien tranquille. Quant à nous, par 40 degrés à l'ombre, il nous faut bien filmer. Louis, en revanche, pas fou, reste à l'abri. Papa Louis assis sur son tas de cailloux. Il se passe toujours quelque chose. C'est vrai, et nous essayons de ne rien rater. Une à une, les pierres sont portées maintenant jusqu'à la goélette. À marée haute, c'est une pirogue qui fait les voyages. À ce rythme-là, on est loin d'en avoir terminé. Nous, les marins, nous sommes contents de ce genre de voyage. Nous avons ici un mouillage tranquille et nous n'avons aucune crainte quant au mauvais temps. Le bateau est dans une sorte de cuvette, il y a peu de courant et il est très stable. Les bandes de sable aussi. C'est vraiment un très bon mouillage, on peut se reposer. Lorsque j'étais jeune, à 15 ans, je voulais travailler sur les bateaux. Je trouvais ça merveilleux et je n'y voyais que des avantages. Par la suite, j'ai construit moi-même tous mes bateaux. C'était une joie. Dès que j'avais un moment, j'allais trouver les bois en forêt pour construire mon bateau. C'est pour cela que les gens m'ont appelé Louis Bateau. Il n'y a pas assez de pierres, nous dit Louis, et le bateau devra attendre encore quelques jours. Il nous propose alors d'aller chez lui, à Antsouy. Nous trouvons un taxi-brousse et faisons le trajet en moins d'une journée. Antsouy, c'est la capitale de province, une petite bourgade, cuite par le soleil des tropiques. La ville de Papa Louis, mais aussi celle de Papa Tsiran. C'est ainsi en effet qu'on appelle ici le premier président de la République malgache. La maison de Louis Bateau, le port d'attache du vieux marin, c'est cette bicoque construite de ses mains dans les années 50 et qui aujourd'hui menace ruine. Mais cette case, c'est un peu la maison du bonheur, pleine de cris et de souvenirs, et en permanence envahie d'enfants. Dans le repère du pirate, hélas, aucun trésor, quelques meubles vermoulus, des médailles et les vilains souvenirs du grand large. Voilà les compas. Celle-là venant de ma goélette Balthazar. Et celle-là qui était à bord de Ave Maria. Ça, c'est mon bateau. C'est un grand bateau pesé de 60 tonnes. Et celle-là, un bateau de 50 tonnes. Et ça, c'est mon armoire. Et grâce au gouvernement malgache, ma récompense de mon travail, hein, alors j'ai eu un chevalier de l'ordre national. Oui, c'était en 93. Voilà le restant qui était à bord de mon bateau. Il y en a l'étoile à voile, il y en a la marmite que nous préparons notre bouffe. C'est un grand marmite, mais pour les passagers,
et pour le matelot. Et tout ça, je compte de mettre en état mon bateau. Et ici, il y en a des moteurs. Son bateau, son ultime compagnon de voyage. Depuis 1946, Louis a eu en tout une dizaine d'embarcations. Et la dernière, Balthazar, gît au port fluvial d'Antsouy, à 2 pas de sa maison, coque fracassée, mât arraché par la violence de ce maudit cyclone. L'épave semble avoir un siècle, mais c'était il y a 4 ans. Ce bateau chargeait 45 tonnes. Sur les papiers, c'était écrit 45 tonnes. Mais moi, je le chargeais à 50 tonnes. Longueur 30 mètres, de l'étambot arrière jusqu'à l'avant du bateau. L'étambot arrière jusqu'à l'avant du bateau. Et avec lui, j'ai gagné pas mal d'argent. Avec le fret, ça marchait bien. J'ai eu 8 gros bateaux. J'en ai eu de 80 tonnes, d'autres de 120 tonnes. Balthazar était le plus petit, mais il a travaillé dur pour moi. Un marin sans navire, mais qui a su garder le cap. S'il était capitaine sur ses bateaux, à terre, Louis n'est pas seulement chevalier de l'ordre national du mérite. Il est un véritable seigneur. Connu en bien par tout le monde. Se balader à Antsouy en sa compagnie, c'est faire une campagne électorale. Poignée de main par-ci par-là, rigolade ou secret échangés avec les uns et les autres. Notre Louis Bateau est une star et le chéri de ses dames. Salam. Bonsoir, madame. Nous n'étions pas au bout de nos surprises. Quelques mètres plus loin, sur le marché, nous croisons un gamin, un des fils de Louis, un de ses nombreux enfants. C'est qui le petit là? C'est à moi, ça. C'est à toi? Hein? Ton enfant. Quel âge il a? 2 ans. Moins. 2 ans moins. Et la maman, tu l'as connue? La maman, elle est là. C'est pour cela que l'enfant vient me dire bonjour. Là. Comment il s'appelle? Florent. On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. Louis le bienheureux, Louis le marin. Une femme dans chaque port et vos enfants seront bien gardés. Autre pays, autre mœurs. Impossible de connaître le nombre de ces femmes. À Madagascar, dit Louis, on compte ses ébus, mais on ne compte pas ses épouses. Officiellement, le bonhomme ne serait passé que 2 fois devant monsieur le maire. Quant au nombre de ses enfants, les rumeurs les plus folles courent sur son compte. Louis serait tout simplement le papa le plus prolifique du nord de Madagascar et peut-être même de toute l'île. Et l'un de ses plus grands plaisirs est de réunir chez lui le plus grand nombre possible de ses enfants, ceux d'Antsouy tout au moins, car les autres sont trop loin, à Analalave, Majunga, Nosibé, Maintran, Murundav, à La Réunion, à Paris.
Aujourd'hui, Louis a pris prétexte de l'anniversaire de l'indépendance du pays pour inviter tout son monde. Les voisins aussi sont de la fête. Dans son discours, placé sous la bénédiction des ancêtres, Louis se félicite de retrouver chacun de ses hôtes. Car, dit-il, il n'y a rien de plus beau que d'avoir une grande famille à ses côtés. Je ne me souviens pas d'une seule décision qu'il a prise qui m'aurait choqué. Jamais on s'est engueulé, il nous faisait confiance. On s'entendait bien avec lui, c'était un très bon capitaine. Il ne buvait jamais, et ses marins ne faisaient pas les fous. Avec lui, tout était comme il faut que ce soit. C'est ça, Louis Bateau. Moi, je ne pensais pas aux femmes. Je ne m'intéressais qu'au bon déroulement de mon travail. D'ailleurs, je n'ai pas eu d'enfant. Louis, en revanche, il était avec nous en mer, mais à terre, on ne le voyait plus. Toujours à fréquenter les femmes. Et des enfants, il en a eu. Oui, d'après moi, il en a entre 50 et 150. Je pense que j'ai été bon avec les autres tout au long de ma vie. Et je pense que Dieu, en retour, m'a donné la chance d'avoir beaucoup de rejetons. J'en suis fier, vous savez. Et je n'ai pas honte de le dire dans ce reportage. J'ai une nombreuse descendance. J'ai environ plus de 80 enfants qui sont vraiment de moi. Et mes petits-enfants vivants, j'en compte plus de 300. Eh oui, la famille de Louis Bateau, ce n'est plus une flottille, mais une véritable armada. Tous demi-frères, demi-sœurs, les aînés s'occupant des plus jeunes. Si l'on compte ceux qui sont hélas décédés, Louis aurait déclaré, reconnu, baptisé et souvent élevé pas moins de 107 enfants. Parmi eux, Henriette, née en 1954. Une fois, j'étais en brousse avec mon mari. Nous rendions visite à des amis dans un village paumé appelé Ambingivato. Et soudain, de ma voiture, je vois une fille métisse. Elle s'approche, elle me dit « Madame, bonjour, je suis une fille de Louis Bateau. » J'étais étonnée, mais c'était bien une fille de mon papa. D'ailleurs, elle lui ressemblait beaucoup. Papa aime avoir une grande famille, car lui-même était fils unique. Sa mère n'a eu que lui. En fait, que ce soit vrai ou non, dès qu'on lui dit « Louis, voilà ton enfant », il le prend. Mais comme il naviguait tout le temps, c'est sa mère et sa première femme qui nous ont élevés. Et moi, pendant des années, je me suis occupée de beaucoup de mes frères et sœurs plus jeunes. Vous, mes femmes, qui continuez à me témoigner votre affection, je tiens à vous remercier. À la table ce jour-là, maman Henriette, tout simplement la maman d'Henriette, la première épouse officielle du maître, un de ses amours de jeunesse. Elle est la mère d'un seul de ses enfants, mais elle et Louis ne se sont jamais fâchés, et ce dernier l'invite à chaque réunion. Tout ça, c'est la famille, dit-il. Nous n'avons pas de nouvelles du Boutre et du chargement de Jaspe. Nous décidons alors de suivre maman Henriette, qui nous a invités dans son village. Elle veut, dit-elle, nous parler de Louis, mais sans qu'il soit là. Mon amour pour lui ne s'est jamais brisé. Dès notre jeunesse et jusqu'à aujourd'hui, alors que nous sommes vieux, nous nous sommes soutenus, comme nous nous l'étions promis. Il m'a donné un seul enfant, parmi la multitude qu'il a, et j'en suis fière. Aujourd'hui, je ne pourrai plus vivre avec lui, mais je reste avec ma tendresse de toujours. J'attendrai toujours
le marin, heureux qui, comme Louis, a fait un beau voyage et s'est trouvé dans chaque port, dans chaque escale, une Pénélope pour l'attendre. Le jaspe chargé, nous reprenons la mer. Cap au sud, Majunga, la grande ville de l'ouest malgache. Le vent est faible, et s'il ne grossit pas, la traversée pourrait bien durer une petite semaine. Là-bas, c'est l'île de Nosilav. Derrière la grande colline que l'on voit, il y a des prisonniers et le camp. Il y a beaucoup de gens qui sont morts là. Sur les indications de Louis, nous décidons alors de faire halte sur cette île mystérieuse. Nosilav, l'île du bagne. Un endroit sacré. Louis, qui a pourtant croisé des dizaines de fois au large, n'y a jamais mis les pieds. Pour lui, cette terre est fade, interdite. Dans une baie couleur de saphir et d'émeraude, une immense plage de sable blanc. C'est le bagne de Nosilav. Maison de force créée par les Français en 1911 et officiellement fermée depuis seulement l'an 2000. Les ruines d'un film d'horreur. Et puis, glissant sur le sable, des ombres aux allures d'êtres humains. J'ai à peu près 50 ans. J'ai été emprisonné ici en 1981. Cela fait plus de 25 ans. J'ai pris perpétuité. Il n'y a pas de limite. C'est jusqu'à la mort. Il y a eu beaucoup de morts par ici. Vous verrez vous-même si vous allez faire un tour près du cimetière là-bas. Ça fait de la peine. Vous verrez, il y en a partout. Il y a eu beaucoup de morts. En l'an 2000, grâce au courage d'un journaliste malgache, le scandale du bagne de Nosilav a été dénoncé. À l'époque, croupissaient encore ici des voleurs de poules, condamnés du temps du général de Gaulle, du temps de la colonie. Condamnés à 6 mois ou 2 ans de prison et oubliés ici par la dictature et la bureaucratie malgache. Officiellement, le bagne aujourd'hui n'existe plus. Son directeur, ses gardiens sont partis. De nombreux prisonniers ont été élargis ou transférés. Ceux qui vivent encore dans ces ruines ont été libérés mais n'ont pas été graciés pour autant. L'administration leur a simplement donné une pirogue pour pêcher et se nourrir. Et il leur est strictement interdit de quitter l'île. Nous sommes 8 détenus au total dans cette île. 2 vivent de l'autre côté de la colline. Nous sommes ici parqués, comme des bêtes. Parmi nous, il y a des voleurs de zébus, des meurtriers. Je m'appelle Razafi François, je viens de Bessalam. Et je suis coupable d'un vol de 120 zébus. Mais après le vol, je suis resté 9 ans dans mon village, sans jamais l'avoir quitté. Je suis resté dans mon coin. Et quand les gendarmes sont venus du tribunal de Mentrano 9 ans plus tard, je ne pensais plus à cette affaire. Et quand je suis arrivé au tribunal, sans jugement, on m'a dit « T'es condamné à perpétuité ».
Moi, j'habitais Betanatan, près de Maintrano. Un type qui était inculpé m'a mis un meurtre sur le dos parce que nous avions le même nom. Et il a disparu. Dès que la rumeur a dit qu'un dénommé Tsanga Emile était le meurtrier, ils ont tout de suite pensé au Tsanga Emile de Maintrano. C'était moi. Et j'ai été mis au cachot pour perpète. Moi, j'ai fait appel de ma condamnation en 1997, 7 ans après mon arrivée ici. Et j'attends toujours. Pourtant, à Metran, le gardien-chef m'a dit « Tu vas être rejugé puisque tu as fait appel. » J'attends. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été rejugé. Il faut savoir que pour les mêmes délits, certains ont été libérés, alors que nous devons rester ici. Les 8 rescapés de Nosilav, libérés, mais assignés sur l'île, y ont tous déjà passé plusieurs décennies. Chacun habite maintenant une cellule qui était jadis occupée par 30 ou 40 prisonniers. La plupart ont aussi pris femme dans le village voisin et tenté de se construire comme une vie de famille. De ce côté de l'île, il y a les tombes royales Sakalav. Tous les rois de la dynastie sont enterrés là. Ces lieux sont sacrés, protégés, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Retour sur Nosilav. Avec Ilang Ilang, nous avons contourné l'île par le sud et déniché sur une crête le petit village de Mahabou. En apparence, un village de pêcheurs, mais en fait, Mahabou cache un grand secret. Ici, nous sommes à Mahabou, le village sacré des Sakalav. C'est moi qui m'occupe de cet endroit. J'en suis le gardien. Si la reine ne donne pas l'autorisation, personne ne peut venir ici. Je suis le gardien des tombeaux et je dois veiller à ce que les visiteurs respectent les interdits. À 2 pas du village, dans un lieu que nous ne pourrons visiter et encore moins filmer, se trouvent donc les tombes royales de la dynastie Sakalav du Boyne, l'une des plus importantes tribus malgaches. Coïncidence, nous sommes à la veille d'une grande fête organisée en l'honneur de la reine Sakalav actuelle, la reine Swazara. Depuis que je suis petite, j'ai dansé pour la reine. Maintenant, je suis vieille, j'ai des crampes. Alors je regarde seulement, mais je l'ai toujours fait. On doit faire ce que veut la reine, c'est notre devoir, car nous sommes ses esclaves. Oui, c'est vrai. Tout ce que la reine nous demande, on doit le faire. C'est dans notre cœur et ça nous fait plaisir. En ces 2 jours de fête, aucun habitant de Mahabou ne doit travailler et tous doivent se rendre auprès de leur reine. Certains, comme le gardien des tombes royales, ne peuvent d'ailleurs quitter l'île qu'en cette occasion. Désobéir à ses croyances pourrait attirer la mort sur le coupable.
En Balaouli, en Mardouani, en Basindava, tous ces villages de la région sont Sakalaves. Et nous nous rendons tous auprès de notre reine pour la fêter ensemble. Venus des 4 coins de la province, des centaines de familles Sakalaves convergent une à une vers la ville d'Analalave. Certains ont navigué plus d'une journée en pirogue pour être de la fête. Analalave, c'est le chef-lieu de canton, mais du temps des colons français, la ville était capitale de province. Aujourd'hui, seule une piste en mauvais état conduit ici. Mais Analalave possède un bureau de douane, une poste, un collège régional et même un tribunal. Un peu à l'écart, c'est la case royale, le palais. Nous sommes au cœur du royaume Sakalave du Nord, et celui-ci ressemble bien à un royaume de pacotille. Pourtant, nous dit Louis, il n'en est rien. Ici, c'est le royaume de la reine Swaza. Et ça, c'est la maison royale. Elle est sacrée. Elle connaît Louis Bateau, elle? Oui, elle me connaît bien. Toi, parfois, tu vas demander des audiences, là, ou tu l'as déjà? Non, on n'entre pas comme ça. Je suis entré là qu'une seule fois. C'était pour l'inauguration il y a 50 ans. Il faut demander une autorisation pour y accéder. Si on ne l'a pas, on attend dehors. Il faut savoir aussi que la palissade protège des animaux, car aucun n'est admis. Les chiens, les chats, les bœufs, aucun ne peut entrer là. Comme d'autres ce jour-là, nous irons demander une audience. Elle nous sera accordée, nous dit-on, dans l'après-midi. Les devins, qui sont au service de la reine, avaient fixé la date de la cérémonie. Ils ont aussi décidé ce matin que les festivités débuteraient à 11h précises. La foule se rassemble alors au son des tambours, avant d'aller présenter ses honneurs à la souveraine. Les rois et les reines aiment bien se faire prier, c'est même le signe de leur supériorité, nous dit-on. Et Swazar n'échappe pas à cette règle. Après plusieurs heures de danse et de chant, la reine daigne enfin se montrer au balcon de la case royale. Un bain de foule à distance. C'est l'heure de notre audience. Nous sommes invités au palais en compagnie des notables et principaux ministres de la reine. Cette dernière doit nous les présenter et nous expliquer brièvement l'organisation de la monarchie Sakalave. Voici le Malantan du palais. C'est lui qui veille sur les traditions, qui garde les lieux sacrés. Ces deux-là travaillent avec lui. Ce sont eux qui font appliquer les coutumes. Ils ont surtout la garde de la terre sacrée des Sakalaves. Je suis le Manantani. Je fais ce que la reine me demande pour protéger son royaume et les lieux sacrés.
Moi, ma responsabilité, c'est de trouver les personnes que la reine veut voir. Si elle les convoque, je vais les chercher. Je suis son messager. Voilà, et nous n'en serons guère plus. Seulement que Soisard, malgré les apparences, n'est pas une reine de pacotille. Du temps de sa splendeur, elle fut même invitée en France pour assister aux cérémonies du 14 juillet sur les Champs-Élysées, aux côtés du général de Gaulle. Intronisée dès sa naissance en 1927, elle est aussi officiellement le souverain le plus ancien de la planète. Une reine qui ne compte que quelques milliers de sujets, mais qui est vénérée comme une déesse. Normalement, je n'ai pas le droit de m'approcher de la reine, sauf si elle m'appelle. Elle m'a demandé de venir pour faire la fête et c'est bien pour ça que je suis venu ici. Mais à tout moment, je suis tenu de lui obéir. Nous laissons l'étrange reine Soisard et ses sujets. Louis veut nous entraîner de l'autre côté de la ville. Il veut nous montrer quelque chose, dit-il, et nous révéler un secret, son secret. Regarde un peu qu'est-ce qui se passe partout, c'est délabré. D'ici quelques années, ce sera patatras. Ce beau bâtiment, souvenir de l'ancien temps, de notre passage, de nos parents, les colons. Voilà ce qu'il voulait nous montrer, la résidence d'Anna Lalave, domicile du chef de district du temps de la colonie. Et Louis voulait que nous fassions la visite avec Claude. Claude est son demi-frère. Nous nous sommes connus, il était déjà à l'âge un peu majeur, quoi. Oui, puisqu'il habitait à Port-Berger avec sa maman. Et nous étions ici avec le vieux qui était administrateur des colonies. C'est bien à une vingtaine d'années après la mort de nos parents que nous nous sommes connus. Qu'il a précisé, et c'était véridique, qu'il était le fils de notre père. Et voilà son secret. Louis est le fils naturel d'un ancien administrateur des colonies, un certain Claude Frédéric d'Arvisney. Ce dernier aurait séduit sa mère, alors employée à son service. Louis est né en 1930, officiellement de père inconnu. Et c'est parce qu'il était bâtard, fils unique, que Louis aurait fait le vœu à 15 ans d'avoir beaucoup d'enfants. Drôle de secret pour une sacrée destinée. Moi, j'ai peur parce que j'étais petit. À ce moment-là, j'étais âgé de 7 ans, 8 ans par là. Alors je ne peux pas le toucher. Mais je sais qu'il est mon papa. Notre père est né à Dijon en 1882. Son père est né à Mélessé. Donc ils sont incontestablement, nous sommes français malgré que nous sommes demi-sang café au lait, métis. Ce sont la vie et ses méandres qui ont façonné le petit Louis, gamin métis café au lait, devenu Louis Bateau, le plus grand papa du nord de Madagascar. Le carnet de bord du vieux marin est bien un véritable roman d'aventure, mais il manque une photo dans son album. Sur les hauteurs de la ville, on trouve la tombe de ce père d'emprunt, Jean-Frédéric d'Arvisney, décédé ici, au fin fond du monde. Elle est tapie dans l'herbe aux côtés de celle d'autres exilés. Et, ironie de l'histoire, elle est entretenue par 2 de ses fils, dont Louis, un bâtard qu'il a à peine connu.
Le soir même, nous reprenons enfin la mer. Le vent s'est levé, et malgré le chargement, nous filons à 12 nœuds dans le canal du Mozambique. Ilang Ilang est un bon bateau, et son équipage, nous dit Louis, est excellent. Dans notre village d'Antsui, j'ai très souvent entendu parler de Louis Bateau. Pour nous, à l'époque, ce Louis Bateau, c'était le propriétaire de l'Ave Maria, un très beau boutre. Et puis un jour, tristement, alors qu'il revenait de Nosy-Be, la mer était mauvaise et Louis et son équipage se sont perdus. Son bateau s'est brisé sur la barrière de corail, il s'est couché par 20 mètres de fond. Ça ne l'a pas découragé, vous savez. Il adore tellement les bateaux qu'il s'est mis aussitôt à en construire un autre. C'était Balthazar. J'ai débuté dans ce métier en recousant les voiles, à terre. Chaque fois que mon père revenait de ses voyages, il me chargeait de les recoudre. Ce n'est que plus tard qu'il nous a emmenés en voyage avec lui sur le boutre. Du fond de mon cœur, aujourd'hui, j'ai pitié en le voyant. Je devrais me réjouir d'être encore avec lui en mer. Mais je sais qu'il ne pourra pas faire ça encore très longtemps. Il voudrait continuer, mais vous avez vu, il a déjà beaucoup de mal à marcher, il perd souvent l'équilibre. Alors comment pourra-t-il se bagarrer avec la mer ? Vous savez, quand on est vieux comme moi, on se souvient de tout. Tiens, j'ai eu par exemple un matelot, un type du Sud, peut-être le meilleur marin à mon bord. Mais à terre, il était saoul du matin au soir. Après 2 jours, il mendiait pour des mégots de cigarettes. C'est une chance. Depuis hier matin, le vent ne faiblit pas. Le temps d'une partie de dominos sur le pont, et nous serons bientôt arrivés. Majunga, la capitale du Grand Ouest malgache. Par 16 degrés sud de latitude, c'est la ville la plus chaude du pays. Au terme de son ultime voyage, Louis effectue ses dernières manœuvres sur le pont, comme un jeune mousse, et apparemment sans trop d'émotion. Tournée vers l'Afrique et les Comores, musulmane, commerçante, Majunga est très connue pour son port des boutres et des goélettes. C'est là qu'Ilang Ilang vient jeter l'ancre pour quelques jours, le temps de décharger les pierres, ce jaspe orbiculaire embarqué sur la plage de Marouvat. Sur le quai, le commanditaire. Surprise, c'est un Français, un vieux monsieur qui semble tout droit sorti d'un autre roman d'aventure. Paul Aubéniche, c'est son nom. Il est chercheur et négociant en pierre dans le pays depuis plus de 50 ans. Il a également exploité des mines au Brésil et au Congo, mais c'est ici, à Madagascar, qu'il a fait souche. C'est lui qui a découvert le jaspe orbiculaire de Marouvat, une pierre unique au monde et très prisée de l'autre côté du globe.
Aujourd'hui, il est accompagné de Nader, un de ses clients américains. Si je surveille pas à l'arrivée, je peux vous dire que, vous connaissez ce qui se passe. On risque... Oh, c'est pas mal, ça. It's a different color, a new color. Regardez. Didn't have this color before, and this is new. Oui, ça s'en va à Los Angeles. Les gens se l'arrachent. Alors ça va aller aux États-Unis très certainement, parce que je serais bien étonné qu'ils n'en choisissent pas de cette qualité. Le reste, 90%, ça va en Chine. Les femmes travaillent. Tous les femmes qui... C'est ce que je dis. Oui, je vois bien. Oui. Sur les tranchées qu'on est en train de trouver en ce moment. Il n'y a que des femmes, des mecs qui veulent pas y aller. Oui, les mecs qui veulent pas travailler, mais c'est les femmes qui travaillent. Intrigués par le personnage, nous suivons Paul Aubéniche sur sa concession de Majunga. C'est là que le vieil homme stocke, trie, classe et taille éventuellement les pierres qui seront exportées. Un travail d'expérience qui se fait à l'œil et au toucher. 1. Deux. Chaque mois, c'est un boutre chargé de jaspe qui arrive à Majunga et un container ou deux qui repartent vers l'Amérique ou la Chine. Un business en apparence tranquille, mais qui ne va pas de soi dans le Far West malgache. Vous ne pouvez pas vous imaginer que de bâtons dans les roues j'ai pu avoir. Quand on s'est mis à exploiter, on a assassiné mon chef de chantier. Manque de peau, moi j'ai la peau dure, j'ai dit vous pourrez l'assassiner, mais on continuera quand même. Et l'année suivante, j'avais un boutre. C'était pas notre ami Louis qui le ramenait, c'était sur un autre boutre qu'on a emmené un chargement de 8 tonnes de cette qualité, ce qui représente à peu près $80 000 de marchandises. Et le boutre a disparu en mer. On a envoyé des plongeurs, on n'a rien trouvé. Le boutre a disparu. Et il a disparu. Alors ensuite, on a reçu à nouveau des menaces de mort. Même moi, j'en ai rien à foutre, avant qu'ils viennent m'assassiner. C'est la vie à Madagascar. Bon, à 80 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? C'est quand même plus agréable de me voir faire ce que je fais que de me retrouver en France dans un quelconque appartement de Paris à jouer au tiercé et aller regarder les matchs de football tous les samedis soirs. De retour en ville, nous n'avons pas trouvé Louis. Ce sont des gamins qui nous ont dit qu'il était là-bas, tout au loin. Le vieux briscard était déjà reparti par la mer. De Majunga à Antsui, c'est vrai, il faut compter 8 à 10 heures de piste. Et puis ce bateau, il fallait bien le ramener à son port d'attache. Louis a donc bien voulu faire l'équipier, une dernière fois. La vie sur un bateau, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'air y est pur. Il y a toujours du poisson. La mer me rend heureux. Elle me donne du courage. En mer, je me sens toujours mieux. Vive les marais! Vive les marais! Vive les marais! Arvong umbala anohi. Le hasen J'aimerais avec toi, ma douce, entendre les récits d'ailleurs, les langues qu'ici le vent pousse, pour le pire ou pour le meilleur. Serré contre toi, ma petite, j'aimerais pour chasser l'hiver, suivre les parfums qui t'invitent de l'autre côté de la mer, et que le diable m'emporte, voir si ma voix n'est pas morte. J'aimerais pousser les portes du bruit de la rétorte.